Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 26 avril 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, je suis pas dans les conditions habituelles donc j'espère que l'émission restera de qualité, ou en tout cas que ce sera aussi bien que d'habitude. On va commencer par parler un petit peu des ETF parce que il s'est passé quelque chose ces derniers jours, ça a l'air de plutôt bien se passer pour Bitcoin. Vous l'avez sur l'écran, il y a eu 25 000 Bitcoin achetés sur les différents ETF ces 3 derniers jours, plus de 2 milliards de dollars, c'est complètement fou. Quand je vais voir la source un petit peu du côté de Farside, on voit qu'on a eu 2 journées, le 22 et le 23 avril, avec quasiment 1 milliard de dollars d'entrée, 936 millions le 22 avril et 917 millions le 23 avril, juste ces 2 jours-là. Il me semble qu'on a déjà eu une journée avec 1 milliard d'entrées, donc on n'est pas sur des records, mais quand même, c'est pas rien. Le début du mois d'avril, j'en avais parlé justement il n'y a pas longtemps, le début du mois d'avril était plutôt creux, il y avait même des ventes du côté des ETF Bitcoin, et sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des gros comptes qui vont vous dire que le Bitcoin c'est manipulé, que Trump fait exprès de déclarer certaines choses ou d'imposer sa politique ou je ne sais quoi pour faire baisser le prix des actions, des cryptos, de je ne sais quoi, pour que les baleines se gavent. Voilà, on vous sort toujours l'argument de pour que les baleines se gavent sans vous foutre je sais pas, de l'analyse on-chain, des arguments, des choses qui peuvent prouver qu'il y ait vraiment des baleines qui accumulent. Enfin, je sais pas. Quand je regarde les ETF, les entrées, enfin, justement, récemment, c'était plutôt des sorties qu'on avait sur les ETF quand Bitcoin était moins cher. Donc, je suis pas d'accord avec ce qui se dit. En tout cas, une pensée qu'il y a chez certaines personnes. Il y a le délire de Bitcoin est manipulé ou quoi que ce soit, dans certaines mesures, je pense que certains actifs sont manipulés, et Bitcoin, pourquoi pas, mais pas par des grosses méchantes baleines qui accumuleraient du Bitcoin à pas cher, à mon avis, parce qu'on le voit du côté des ETF. Là, on va dire que l'économie est un peu plus propice, et d'un coup, boum, ça y va, 900 millions d'entrées le 22 avril, 900 millions d'entrées le 23 avril, il y a quelques jours, Bitcoin valait moins cher, et il y a eu des ventes sur les ETF. Donc, interprétez ça comme vous voulez, en tout cas c'est quand même plutôt positif, et ce qui est assez fou c'est que on a aussi des ETF sur Ethereum, et c'est pas du tout la fête du côté des ETF sur Ethereum. Alors le 22 avril il y a quand même eu 40 millions de dollars d'entrée, ce qui est pas si mal. D'ailleurs il y a eu aucun fonds a priori sur BlackRock, il n'y a pas eu d'entrée chez BlackRock ce jour-là, et le lendemain, le 23 avril, 30 millions de sorties chez BlackRock et un petit peu d'entrée du côté de chez Grayscale. Le 24 avril ensuite ça va un petit peu mieux, il y a eu 60 millions d'entrées, mais quand même, quand on regarde Bitcoin, récemment, là, 2 milliards de dollars d'entrées, et là, sur Ethereum, il y a eu à peine 100 millions, et encore même pas. Si on compte les sorties sur les derniers jours, il y a eu 50 millions de dollars d'entrées sur Ethereum. Ouais, les investisseurs ne courent clairement pas vers Ethereum. Alors, est-ce que Ether est sous-coté? Est-ce que c'est la fin pour Ethereum? Chacun son avis sur la question, mais j'ai eu une petite réflexion sur le sujet, et j'avais envie de la partager dans cette vidéo. Voilà, j'ai l'impression que je pars pas sur un DeFi Actu habituel. Là, je me permets vraiment de bien m'étaler sur le sujet, mais bon, c'est comme ça, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. On enchaîne quand même un petit peu en même temps, tant qu'à faire avec l'actu quand même. Selon Michael Saylor, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock sera le plus grand ETF au monde d'ici 10 ans. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt bien parti. On a DeFi Development Corp qui dépose une offre shelf de 1 milliard de dollars. Je vais pas vous mentir, là je le passe parce que j'ai vu passer la news, je sais pas ce que c'est une offre shelf. Mais bon, peu importe, il prévoit d'utiliser les fonds pour acheter du Solana. 3 jours après avoir changé de nom, Janover Inc. continue sa stratégie d'accumulation de Solana à la façon de Saylor et Bitcoin. Ça me dit rien, cette entité Janover Inc., j'en avais pas entendu parler. En tout cas, on a une entité qui semble partie pour acheter un maximum de tokens Solana. Vous voyez, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je vous ai parlé d'Ethereum là depuis le début de la vidéo, donc on y arrive. On a le fondateur aussi de Cardano, Charles Hoskinson, c'est tout un personnage, mais il déclare qu'Ethereum ne survivra certainement pas plus de 10 ans. Lors d'une récente session Ask Me Anything, il a critiqué la dépendance d'Ethereum au Layer 2 pour résoudre les problèmes de scalabilité et l'a comparé à l'incapacité d'évoluer de géants technologiques comme MySpace et BlackBerry. Alors en soi,
des Layer 2, il n'y en a pas que sur Ethereum. Il y a aussi des sidechains et compagnie sur Bitcoin. Donc, bon, l'argument, en tout cas pris comme ça, il est un peu critiquable. Mais il y a un truc que je rejoins, alors j'irai pas non plus chez Cardano, mais je me rends compte que, certes, pour l'instant, tous les gros outils de DeFi que j'utilise, que ce soit D-Bank, que ce soit le Wallet Rabi, ce genre de choses, tous les outils pratiques, la DeFi pratique, c'est surtout sur EVM, sur l'écosystème compatible avec la virtual machine d'Ethereum. Voilà, sur Base, ça se passe très bien, sur Arbitrum, ça se passe très bien, sur Ethereum, évidemment, ça se passe très bien. L'écosystème EVM est super cool à utiliser. Mais je me rends compte quand même, quand je prends un peu de recul, que on a des concurrents quand même assez crédibles qui sont apparus ces dernières années. Solana, évidemment, Sui, Aptos, Movement, je demande à voir quand même, ça se réveille un petit peu, on va en parler vite fait de Movement, je demande à voir, bon, Cardano, je suis pas hyper convaincu, et je suis à peu près sûr qu'on verra d'autres écosystèmes comme ça apparaître, avec une approche plus ou moins crédible. En tout cas, Sui, on va en reparler aussi un petit peu dans la vidéo, il y a des choses à dire, il y a des choses qui se développent. C'est encore loin de l'écosystème EVM, je trouve que Ethereum a quand même ce gros coup d'avance et ils ont le gros des utilisateurs, mais c'est vrai qu'ils commencent à se faire un petit peu rattraper. Et il y a un autre rapprochement qu'on peut faire, c'est au niveau du prix. En fait, quand on regarde Ethereum, on peut que penser qu'on est en plein bear market, c'est triste à dire, mais voilà, l'action de prix d'Ethereum est vraiment dégueulasse, alors que quand on regarde à la place du Solana, du Sui ou des plus petits écosystèmes, on sent quand même qu'il s'est passé quelque chose sur 2024-2025. Donc j'ai l'impression quand même que cette atmosphère de bear market, elle est amplifiée par le fait de trop observer Ethereum, et que ce soit le token Ethereum ou l'écosystème Ethereum, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent sur l'écosystème d'Ethereum, mais qui sont très mercenaires, on va dire, qui apparaissent et qui disparaissent aussitôt. Je peux citer Berachain par exemple. Voilà. Il y en a qui vont me dire que la tech c'est super, que le proof of liquidity c'est le futur, que c'est trop bien Berachain. On en reparlera dans quelques mois. Voilà, Canto, c'était pareil que Berachain, je sais pas, 2 ans avant peut-être, et voilà. Est-ce que vous utilisez Canto aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Donc, ouais, malheureusement, j'ai l'impression que Ethereum, il y a trop désolé de le dire, il y a trop de merde qui se développe autour, et j'ai l'impression quand même que les choses intéressantes ne se développent pas forcément chez eux maintenant, et qu'ils perdent un petit peu, ils perdent petit à petit l'avantage. À voir quand même comment les choses vont évoluer, mais c'est vrai que quand on sort un petit peu Ethereum de l'équation, je trouve que c'est plus facile de se rendre compte qu'on a eu un beau cycle sur 2024-2025, qu'il y a encore des blockchains, des choses sympathiques à regarder, même si, bon, je garde encore mes billets baissiers, hein, ça m'étonnerait que ce soit la folie pour 2025. Voilà, je reste maxi sur les bords en ce moment, voilà. Au moins du côté de Bitcoin, je suis pas déçu depuis ce début d'année. On enchaîne, allez, on a bien parlé des ETF, je me suis bien étalé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu d'Ethereum, ce que vous pensez de tout ça, mais là on enchaîne. Coinbase renforce son partenariat avec PayPal afin d'accélérer l'adoption et l'utilisation du stablecoin PYUSD, le stablecoin de PayPal. Dans le cadre de cette initiative, Coinbase proposera des conversions en 1 pour 1 entre le PYUSD et le dollar américain, supprimant ainsi les frais pour les utilisateurs particuliers et institutionnels. Bon, à vrai dire, ça, je pense pas que ça va être ultra pertinent pour les Européens, ça risque de concerner surtout les Américains, mais c'est quand même intéressant de voir PayPal tisser des partenariats comme ça et essayer de montrer un petit peu qui sont là. Je pense qu'on va continuer d'entendre parler de leur stablecoin. On a le CME Group qui annonce son intention de lancer des contrats futurs XRP le 19 mai sous réserve de l'approbation des autorités de régulation. D'ailleurs, il y a eu quelques news récemment avec la SEC, je les ai pas mis dans ce DeFi Actu, peut-être dans le prochain. Il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, mais voilà, on sent qu'il commence déjà à se passer des choses et c'est sûr qu'on va en reparler. ACB, je sais pas du tout ce que c'est sur la Binance Smart Chain a priori. Il y a eu un hack de ce côté-là et il y a eu à peu près 20 000 $ de dérobés. Si jamais ça vous dit quelque chose, eh bien il y a eu une petite attaque du côté de ACB. Deuxième et dernière mauvaise nouvelle du jour, c'est autour de Realty. Il y a quelqu'un qui a fait un gros thread sur le sujet. Donc si vous êtes exposé à Realty, je vous invite à les lire pour vous faire votre propre avis. Mais là, je vais juste vous donner le résumé.
résumé. Donc les registres US laissent supposer à plus de 100 procédures de saisie, des biens tokenisés hypothéqués, les taxes impayées depuis 2022, blablabla, blablabla. Bref, du rififi du côté de Realty. Je préfère pas trop m'étaler, pas trop donner mon opinion parce que j'ai pas lu le post en entier et il n'y a pas encore eu de réaction de la part de Realty. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes et c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes exposé à Realty, allez lire le thread, je vous mettrai le lien dans la description, parce que mine de rien, c'est pas des petites accusations, c'est pas des petites choses qui sont relevées dans ce thread, hein, c'est quand même assez vénère. Ensuite, on enchaîne avec les levées de fonds, on va passer ça très vite. Il y en a eu pas mal ces derniers jours, comme souvent, hein, j'ai envie de vous dire, mais il y en a assez peu qui m'ont particulièrement donné envie. Alors, on va commencer par Nous Research, nous NOS, une startup autour de l'intelligence artificielle sur Solana qui a levé 50 millions de dollars avec une préévaluation à 1 milliard quand même, c'est pas rien. On a Théo, voilà. THEO, une plateforme d'infrastructure de trading décentralisée. Vu comment c'est vendu, ça me fait penser un petit peu à Orderly pour ceux qui l'auraient farmé. Voilà, peut-être quelque chose à creuser. Et on va terminer avec Alpaca qui a levé 52 millions de dollars. Bon, c'est un petit peu de la triche de l'inclure dans les levées de fonds crypto. Certes, ils sont autour de la crypto, mais pas que, parce que c'est une plateforme d'API. Donc pour les développeurs, autour des stocks, des actions, des options et des cryptos. Donc c'est pas quelque chose uniquement autour du domaine de la crypto, mais voilà, parfois sur Crypto Fundraising, on retrouve un petit peu de tout et de n'importe quoi. On enchaîne du coup avec la minute DeFi, et pour commencer cette minute DeFi, on a Rabby Wallet qui rajoute une fonctionnalité sur Rabby Mobile, sur la version mobile, comme son nom l'indique. Ça permet d'approuver et de swapper en une seule transaction. Voilà, au lieu d'avoir l'approbation puis le swap, vous faites tout d'un seul coup. C'était déjà possible dans certaines circonstances, dans certains cas de figure sur la version navigateur de Rabby Wallet. C'est cool que ça arrive sur Rabby Mobile et ça a l'air d'être un peu plus développé, on va dire, que ce qu'ils ont foutu sur la version navigateur. On a Babylon, le fameux projet de restaking sur Bitcoin qui a rouvert un petit peu les vannes. Voilà, il y a à nouveau une phase pour déposer des BTC. Lombard, ils ont annoncé qu'ils allaient déposer 5000 Bitcoin, il me semble. Donc ils continuent leur bout de chemin. On a ensuite Resolve Labs, ceux qui sont derrière l'USR, je pense que ça parle à certains, parce que c'est un stablecoin qui est pas mal farmé en ce moment, et ben ils débarquent sur la Binance Smart Chain. Ah, ça m'étonnerait pas que leur token arrive dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, et qu'il soit probablement listé sur Binance directement. Bah, c'est comme ça, hein. Je sens gros comme un camion que ça va terminer comme ça pour Resolve. Est-ce que du coup c'est inintéressant à farmer ou pas? Bah, il y a des rendements sympathiques autour de leur stablecoin, donc franchement, si on peut déjà choper 10% d'intérêt annualisé sur du stablecoin, bah, l'airdrop c'est vraiment un bonus. Donc moi je me plains pas sur ce genre de protocole, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, chiant, je dirais, de voir toujours les mêmes entités récupérer plus que des miettes, on va dire. D'ailleurs, là, on va se faire un mini quadbo sur la DeFi. J'ai vu quelques trucs sympathiques. J'avais pas envie de faire un quadbo sur la DeFi, donc c'est pas grave, on passe ça dans les actus. Du côté d'Echelon, protocole de lending sur Aptos et aussi protocole de lending sur Movement, maintenant ils sont sur cet écosystème. J'avais dit vite fait au tout début de la vidéo qu'on allait parler brièvement de cet écosystème, que ça se réveillait un petit peu la DeFi, et ben Movement commence à balancer des incentives sur leur écosystème. J'ai juste vu le post d'Echelon, mais je suppose qu'il y a probablement des incentives à choper sur d'autres protocoles, donc j'essaierai de faire un tour quand j'ai le temps sur Movement. S'il y a des trucs sympathiques, on en reparlera. Il me semble que c'est un petit peu chiant aussi de trouver un portefeuille pour utiliser leur écosystème. Je sais pas si on peut l'utiliser avec un ledger, je me renseignerai aussi là-dessus. En tout cas, sur du stablecoin, sur Echelon, là sur le screenshot, c'est pas à jour, on est plus autour de 18% sur tous les stablecoins, quand j'ai été voir en tout cas. Voilà, on avait du 18% sur l'USDT, l'USDC, du SUSDE de chez Ethena, c'est essentiellement payé en token move. Il y a même des intérêts en token move quand on vient emprunter des stablecoins, donc il y a vraiment plein de stratégies à imaginer en ce moment du côté de Movement, pourvu que ça dure. On a une nouvelle pool de liquidité qui a été lancée sur Spectra. Alors ouais, c'est vraiment une pool de liquidité pour le coup, un nouveau marché plutôt qui a été lancé autour d'une pool de liquidité. La pool en question, c'est la pool Go USR, donc l'USR de Resolve dont on vient de parler, et le Go d'AAV. Du coup, il y a du yield sympathique, il y a des points dans tous les sens. Je vais pas m'attarder plus que ça, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir sur Spectra. Évidemment, comme tous les rendements sur la DeFi,
ça va changer le temps que la vidéo sorte et compagnie, mais il y a un rendement très croustillant sur Spectra à regarder autour de cette pool de liquidité. Et pour terminer ce mini quote-bow sur la DeFi qui n'était pas prévu, on a Réservoir aussi, le protocole qui est derrière le bridge relais, mais aussi derrière le stablecoin RUSD. Eh bien, il y a un truc sympathique sur Berachain, voilà, comme quoi, voilà, j'ai tapé un petit peu encore sur Berachain en début de vidéo, mais quand il y a des trucs sympathiques à farmer, je sais le reconnaître. Et ben, du côté d'Infrared, on a un Vault qui va utiliser Dolomite, donc le RUSD déposé sur Dolomite, ça devient du DRUSD, et bien ce Vault sur Infrared, il donne 60% APR. Je suppose qu'il y a quand même une bonne partie du rendement payé en token BGT, enfin IBGT comme on est sur Infrared. À voir aussi si le rendement va tenir. À mon avis, il va finir par s'équilibrer. Il y a des baleines qui vont aller déposer des liquidités et ça va tomber sûrement autour de 20% APR. Mais il y a un rendement sympathique autour de ce stablecoin à surveiller pour ceux qui ont encore des liquidités sur Berachain. On enchaîne avec Sui Network. Je m'attendais pas à ça. Il lance une carte de crédit en partenariat avec Xportal. Xportal, c'est l'écosystème Multiverse X, Elrond pour ceux qui sont restés en 2021-2022. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je suis pas un fervent, pas du tout un supporter de cet écosystème, mais écoutez, pourquoi pas. Voilà, partenariat entre Sui et Xportal pour lancer cette carte de crédit, enfin plutôt carte de débit, assez inattendu pour ma part. Autre truc auquel je m'attendais pas, parce que je surveillais pas du tout ça, enfin le projet en lui-même je le surveillais, mais les ventes autour de ce projet je ne les suivais pas, c'est les précommandes du Suplay. Et il y avait que 10 000 précommandes, enfin 10 000 consoles qui pouvaient être précommandées, elles ont toutes été vendues, ça y est, je suis super content, la console va être envoyée aux personnes qui l'ont précommandée pendant l'été, et je l'ai dit, j'en ai précommandé une, donc j'ai très hâte de la recevoir, je suis très content que ça arrive. Ils ont balancé aussi une petite image des consoles dans des cartons et tout, voilà, tout est prêt, j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Est-ce que ça valait le coup d'acheter cette console qui est un peu comparable à un Steam Deck? J'ai bien farmé sur Sui, donc autant que ça serve un petit peu de temps en temps, de faire des carabistouilles sur la DeFi. Ah, en parlant de carabistouille, il y a un truc très marrant à faire du côté de Zora. D'habitude, quand il y a un airdrop, on a ce qu'on appelle un checker qui nous permet de voir si on est éligible. Et ben là, on a un checker assez particulier du côté de Zora. On peut voir de combien de pourcents on s'est fait rect. Voilà, combien de pourcents on a perdu en farmant cet airdrop. Alors, je dis farmant en faisant des guillemets, mais j'ai l'impression que ça s'entend à ma voix. Je mets des guillemets parce que moi, je ne l'ai pas farmé intentionnellement. J'ai été faire 2-3 mines sur Zora. Je pense que ça se voit, j'ai dépensé 5 $. Et rappelez-vous qu'à l'époque, au début, un mine sur Zora, ça coûtait 2-3 $. Parce que Ether valait 3000 balles et les mines étaient plus chères à l'époque. Ça coûtait une plus grosse quantité d'Ether. Donc, j'en ai fait 2 ou 3, ça m'a coûté 5 $ et j'ai touché 10 centimes sur l'airdrop. J'ai eu 4 tokens Zora que je n'ai même pas été réclamé d'ailleurs et je pense pas aller les réclamer. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Moi je me suis fait rec de moins 98%. Est-ce qu'on a du moins 99, du moins 90? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le positif? Parce que croyez-le ou non, il y a des gens dans le positif. De ce que j'ai vu, il y avait le wallet Zora, ce genre de choses. Il y a des trucs qui permettaient d'avoir plus de tokens sur l'airdrop, mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout farmé. Allez, ça aurait pu être le même du jour, mais non, j'ai trouvé autre chose pour le même du jour pour terminer cette vidéo. Du côté de KyberSwap, on a des delistings. Qu'est-ce qu'il y a de marrant dans les delistings? Eh ben, les blockchains en question. Bon, Phantom, c'est plutôt logique, vu que maintenant, ils ont relancé, entre guillemets, une nouvelle blockchain qui s'appelle Sonic. Non, ce qui est marrant, c'est de voir Scroll et Blast, voilà, des écosystèmes que je ne porte pas dans mon cœur, qui sont délistés du côté de KyberSwap. Je trouve ça très bien. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!